Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de l'exposition Séduction et pouvoir, l'art de s'apprêter à la cour au musée du domaine royal de Marly qui sponsorise cet épisode. Cette exposition se tient jusqu'au 27 août et est dédiée aux accessoires de mode et de beauté au XVIIe et XVIIIe siècle. Très vite, on comprend que le courtisan était notamment une figure passionnante qui devait s'adapter aux règles de l'époque tout en essayant de se démarquer grâce à ses fameux accessoires pour bénéficier de la faveur royale. Cette expo nous présente aussi bien des perruques que du maquillage, en passant par des bijoux ou encore des parfums, et même un petit étui à billets doux pour planifier les rendez-vous secrets. Bref, on retrouve donc plus d'une centaine d'objets, pour hommes comme pour femmes, qui entrent en dialogue avec les collections permanentes du musée, sachant que, je le précise, le château de Marly, aujourd'hui disparu, était aussi la résidence intime de Louis XIV. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'art de s'apprêter dit évidemment plus de choses sur les règnes de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI que ce qu'on aurait pu imaginer. Rendez-vous donc au musée du domaine royal de Marly à Marly-le-Roi pour découvrir cette exposition dont je répète le nom, Séduction et pouvoir, l'art de s'apprêter à la cour. Et à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'ai discuté avec l'écrivaine Nolwenn Le Blevenec qui publie son deuxième roman, Les Amis, aux éditions Gallimard. Les Amis, c'est l'histoire de trois femmes, Armelle, Rime et Anna, qui décident de partir en vacances à Djerba, dans une dynamique presque adolescente pour, 3 ans plus tard, se retrouver en Bretagne, à Morlaix, où l'ambiance n'est pas vraiment la même. Alors bien évidemment, l'histoire dépasse largement ce résumé, et Nolwenn Le Blevenec a notamment ce talent de pouvoir déployer une intrigue contemporaine avec une plume où l'humour n'est jamais bien loin. Et avec Nolwenn Le Blevenec, on a parlé ensemble de l'amitié dans la fiction, des vignettes autobiographiques qui peuvent graviter autour de ses romans, ou encore du rire qui fait partie de son ADN d'écrivaine. Bonne écoute. Bonjour Nolwenn Le Blevenec. Bonjour. Alors on est dans ton bureau, enfin dans ton, je sais pas, dans ta chambre à toi. Et qu'est-ce que ce lieu a à voir avec la romancière que tu es ? Est-ce que au hasard, c'est là que tu écris ? Oui. Alors ce lieu, c'est devenu, effectivement, il y a plein de gens qui peuvent écrire partout et je pense que j'aurais trouvé à écrire partout, mais quand j'ai écrit mon premier livre, je l'ai écrit dans les cafés et un peu chez moi, et j'ai 2 jeunes enfants et c'était compliqué, difficile, c'était un peu une lutte quotidienne. Et bon, par ailleurs, je suis entourée de garçons, j'ai 2 petits garçons, j'ai un mec qui est extrêmement... qui prend beaucoup d'espace et ça devenait physiquement mais aussi psychologiquement et enfin voilà, c'est des tourbillons et moi je suis plutôt je dois avoir ces gènes bretons silencieux en moi et donc même vivre avec tous ces gens qui sont ma famille est parfois une souffrance et donc voilà, c'était à la fois pour écrire que j'ai acheté cette petite pièce qui est en fait là on est dans j'ai pas regardé. Okay. Ouais, on est dans un ancien couvent donc, de la Côte d'Or. C'est des anciennes cellules de nonnes. Certaines ont été cassées pour faire des appartements et puis certaines sont restées intactes. Et donc, moi, quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé que c'était absolument formidable parce qu'il y a une hauteur sous plafond absolument folle. Et puis là, il y a de la vigne. On ne la voit pas encore, mais elle va pousser. Bref, je me suis dit que j'avais besoin de cet endroit pour écrire, mais aussi pour... alors bon, c'est pas formidablement décoré, mais il y a des trucs à moi, des trucs un peu auxquels je tiens, et puis il y en aura de plus en plus, et voilà, c'est un endroit où je me sens très en paix par rapport au chez-moi, où il y a des trucs par terre partout. Est-ce que ça constitue une habitude d'écriture de venir ici, je sais pas, tous les jours, toutes les semaines Ouais, alors c'est en train de devenir un rituel. C'est marrant, je dois traverser le boulevard Barbès et je vois ça comme un truc un peu symbolique, comme traverser une rivière. Je vais de l'autre côté du boulevard et j'essaie de venir le week-end. 2-3 heures le samedi, 2-3 heures le dimanche, mais la semaine c'est dur parce que j'ai un travail qui est très prenant. Tu es par ailleurs journaliste et je crois pouvoir imaginer que l'écriture a une petite place malgré tout. À quel moment la forme romanesque ou peut-être l'ambition d'être écrivaine est apparue dans ta vie ?
Alors, je sais pas, je pourrais pas vraiment dire. Je sais que j'avais toujours l'idée d'un livre, voilà, en moi. Je me souviens d'un gynécologue qui disait on a toujours un bébé en l'air, enfin un bébé imaginaire. Ok. Voilà, bon, bah moi c'était un livre. J'avais toujours en tête l'idée d'écrire Des romans. des romans. Ça Ok. venait pas vraiment. Et puis l'histoire a fait, c'est-à-dire que j'ai vécu une expérience dans ma vie. Qui l'a complètement bouleversée, bousculée. Et en fait, ma psy dit souvent qu'on devient écrivain, qu'il y a une pulsion de dire avant la pulsion d'écrire. Mais moi, pour mon cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que je me suis pas mise à une table en me disant je vais devenir écrivain ou je vais faire un livre. Ou voilà. Je me suis dit que j'avais besoin de dire ce qui s'était passé, ce que j'avais compris. Ça avait pris énormément de place mentale en moi et j'avais besoin de mettre les choses en ordre. Et donc, j'ai commencé à écrire comme ça. Et petit à petit, l'idée que c'était peut-être un livre est venue, mais c'est apparu doucement, progressivement. Mais voilà, donc je dirais que ça faisait longtemps, mais que j'avais pas d'objet, j'étais sans objet, et puis que tout d'un coup, cet objet-là a rendu l'écriture possible, et puis qu'après c'était parti, quoi. Ok. Et ce roman, c'était La trajectoire de l'aigle, Ouais. que j'ai lu il y a quelques semaines par ailleurs, et qui est aujourd'hui le prétexte de notre rencontre, c'est le deuxième, qui s'appelle Les Amis. Alors comme son nom l'indique, comme son titre l'indique, Les Amis, c'est un roman qui tourne autour d'une histoire d'amitié. Le titre est très clair, très simple et en même temps très évocateur à la fois. En soi, un titre, c'est important, que ce soit un film, un livre, une émission de télé, peu importe. Mais est-ce que c'est un exercice auquel tu te prêtes avec intérêt de trouver un titre ? Oui, et j'apprends. C'est-à-dire que La trajectoire de l'aigle, c'est un titre que je trouvais très beau. Et qui n'est pas du tout dans le même... Pas du tout dans le même registre. Ouais, enfin les amis, c'est les amis, bon, voilà, on comprend plus. Ouais. Ouais, tout à fait. Non, justement, je pense que Les Amis, c'est la conclusion de La trajectoire de l'aigle. C'est-à-dire que La trajectoire de l'aigle, c'était un titre que je trouvais très poétique, mais qui, au final, est assez incompréhensible. En tout cas, voilà, ça évoque des choses qui sont pas liées à la relation amoureuse, qui est le thème de ce premier livre. Et ça fait peut-être penser... Des gens vont penser à Napoléon avec l'aigle, d'autres gens vont penser juste à la trajectoire. Et voilà. Mais il n'y aura pas de lien direct avec l'histoire. Et en fait, en y réfléchissant, en voyant le livre sur les tables de libraires, etc., je me suis dit, mais est-ce qu'on n'a pas fait une énorme erreur de s'éloigner comme ça de la compréhension ? D'autant que moi, je suis journaliste et du coup, je passe quand même mon temps à faire des titres qui sont très, très évocateurs. Et bref... Mais c'est pas le même... c'est pas le même support, finalement. Non, c'est pas le même support, mais c'est vrai que je pense quand même que les gens, ils ont besoin, sur une couverture, de quelque chose d'assez cohérent, parce que la compétition est très, très rude aussi. Et du coup, la conclusion de ça a été de se dire, il faut peut-être aller au plus simple et faire quelque chose de beaucoup plus cohérent, donc je répète ce mot. Et voilà, et pour ce livre, ce deuxième livre, on avait un titre qui ressemblait un peu à La trajectoire de l'aigle, qui s'appelait, le début c'était 3 sœurs ou presque, que j'aimais bien. Ouais, c'est bien. Voilà, j'avais pensé aussi avec mon ami Philippe Génada, là, un jour on avait pensé à l'appeler Les filles du phare. Il m'avait dit Les filles du phare c'est très bien, j'aime bien les filles, j'aime bien les phares. Les filles du phare, c'est génial. Et donc voilà, on tournait autour de ça. Et puis un jour, mon éditrice, Charlotte Van Essen, m'a appelée. Elle m'a dit, mais non, en fait, Les Amis, c'est super. C'est très simple, c'est très clair. Et on comprend dans le titre Les Amis qu'en fait, ça va être peut-être plus compliqué que ça, quoi. Ouais. C'est plus compliqué que ça. Ce sont vraiment des amis dans tout ce que l'amitié a de plus riche et presque de plus normal, je dirais. C'est pas une amitié où évidemment tout est rose, où tout va bien. Il y a des accords, il y a des équilibres. Alors je sais qu'il y a quelques vignettes autobiographiques, mais que ça reste un roman cette fois-ci, vraiment davantage que La trajectoire de l'aigle. Et cette question qui arrive n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire. Quelle place est-ce que toi tu trouves, ou tu trouvais peut-être, qu'on accorde à l'amitié dans la fiction, dans la littérature et peut-être dans la fiction plus globalement? J'ai l'impression qu'à certains égards, parfois, je dirais pas qu'on la néglige, mais qu'on en fait parfois presque un outil pour parler d'autre chose. Et là, les amis, tout est dit. Hein.
Ah ouais, alors non, moi je suis pas spécialiste du sujet de l'amitié dans les romans. C'est vrai que t'as pas théorisé ça avant de... Non, j'ai pas exploré le marché, j'ai pas fait un benchmark. J'avais lu évidemment Elena Ferrante, que j'avais beaucoup aimé. Notamment parce que, effectivement, et ça c'est un truc que j'ai essayé de faire dans ce livre, notamment parce qu'elle soulignait la complexité et l'ambivalence de ce lien, qui n'est pas toujours comme on le décrit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés qui circulent sur l'amitié. On dit que ce serait une relation plus pure, plus innocente, plus stable. Voilà. Et moi, la phrase de départ qui est un peu aussi un contre-cliché, c'était de se dire, en fait, l'amitié, c'est compliqué. Moi, j'ai plein d'amis avec des natures de relations très, très différentes. Mais certaines de mes relations amicales, et notamment les plus intéressantes, sont aussi les plus compliquées. Et donc, comme Elena Ferrante, dans ses rapports entre Elena et Lila, qui sont faits parfois de jalousie, parfois d'aigreur, de colère, de trahison, j'avais envie de raconter, parler de l'ambivalence de cette relation-là. Alors ça revient peut-être à dire, est-ce qu'il y a des degrés d'amitié, mais est-ce que les souvenirs, ça a une importance constitutive de l'amitié selon toi? Est-ce qu'une amitié toute fraîche peut être aussi intéressante, peut-être pas puissante, mais intéressante qu'une vieille amitié? Notamment dans ce livre, il y a une vieille amitié, il y a une amitié plus fraîche, voilà, et je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, on le voit bien d'ailleurs, en tout cas dans l'histoire, les amitiés qui datent sont des amitiés souvent un peu désaccordées, mais beaucoup plus profondes, mais beaucoup moins en harmonie, c'est-à-dire que en fait les chemins ont eu l'occasion 1000 fois de se séparer, de se rapprocher. C'est des relations quasi fraternelles au bout d'un moment. Et alors que les amitiés plus fraîches ont la force de la passion amoureuse quasiment, il y a une espèce d'alignement des planètes, les intérêts sont les mêmes, communs, et c'est extrêmement jouissif, mais ça tient pas forcément sur la durée, et en fait les deux sont très très beaux, quoi. Alors dans ce roman, on suit 3 personnages féminins, les fameuses amies, donc avec un E. Armelle, Rim et Anna. Et Anna, mais Armelle et Rim qui se connaissent depuis très longtemps, disons. Et Anna qui est donc arrivée après dans le groupe. Ce sont des personnages qui sont évidemment au cœur du roman, mais je me suis posé la question, est-ce que c'est une question anecdotique de te demander si le prénom de ces personnages, ou peut-être d'autres d'ailleurs dans le roman, ont une signification particulière pour toi? Ouais, c'est marrant. D'accord, c'est totalement une question non, mais c'est bien objective. sûr. Non, mais c'est une question très importante, très intime en fait, parce que effectivement, choisir le nom des personnages, c'est comme choisir le nom de ses enfants, quoi. Il faut que ça ait du sens. Et typiquement, Armelle, la narratrice, donc la personne qui me ressemble, qui est une sorte de double, il a fallu que je me demande comment j'avais envie de l'appeler, ce qui résonnait en moi. C'est vrai que je me souviens d'une petite fille à l'école primaire qui s'appelait Armelle, qui était bretonne comme moi, et je jalousais énormément son prénom. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de m'auto-appeler. Et d'embrasser Armelle par la même occasion. Voilà, donc c'était bien. Quant à Anna et Rim, je pense que c'est des mélanges de... Rim, par exemple, c'est le prénom d'une fille d'un de mes amis très cher, que j'aime beaucoup. À chaque fois qu'il m'en parle, la sonorité me reste. Et puis ça... Aussi dans les lettres, je me suis inspirée de souvenirs, d'amitiés réelles, et donc on retrouve dans les lettres des prénoms la marque de ces personnes réelles. Rim, par exemple, est très inspiré de personnes dont les noms commencent soit par un R ou ont un M dedans. C'est marrant parce qu'on y met à la fois... c'est à la fois des prénoms qu'on aime, mais qui font sens, et qui font sens pour nous de façon symbolique, quoi. C'est rigolo. Alors, ces 3 amies, elles se retrouvent à Djerba, dans la première
parties. Elles ont envie de quoi à Djerba, de manière tout à fait simple, la question la plus simple du monde. Pourquoi vont-elles à Djerba ? Elles sont épuisées, sont des femmes qui viennent d'avoir des enfants, qui se retrouvent là-dedans. Et j'aimais bien l'idée de raconter aussi ce moment de très, très féminin, dans le sens où on vit une expérience en même temps. Souvent, nos amis tombent enceintes en même temps que nous. Il y a même des phénomènes de contagion. Et donc, on vit cette expérience ensemble. Et c'est une expérience qui est une expérience extrême, qui est un peu dure, de transformation du corps, de transformation de la vie, de choc de liberté totale, où on perd énormément de puissance de liberté. Et tout d'un coup, on vieillit très très vite, très fort. On est très 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 contrainte par la petite maternité. Donc je voulais raconter cet épuisement-là, je voulais le raconter de façon rigolote, raconter qu'elles ont trouvé des moyens de le dépasser en allant à Djerba et en ayant des aventures amoureuses, ce que j'appelle un moment de récupération de soi, ce que j'appelle aussi dans le livre le grand réveil. J'en fais un concept sociologique foireux, mais en gros c'est vrai qu'après toute cette difficulté à être mère, surtout le premier enfant, alors c'est le premier pour Rim et Anna, c'est pas le premier pour Armelle, mais il y a une espèce de petit choc post-traumatique et elles vont le régler en allant essayer de solder leur jeunesse par le soleil, la Tunisie, le truc complètement ridicule aussi, hein, et j'aime bien ce ridicule-là, quoi. Le tourisme 5 étoiles, l'aventure, les 3 nanas qui croient qu'elles sont encore jeunes alors que c'est en train de passer. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à, déjà, tout ce que tu viens de dire, à une espèce d'amitié adolescente, parce qu'il y a le corps qui change, il y a la liberté, qui a une certaine notion de la liberté qui change aussi. Tout à fait. Elles entrent dans une phase adolescente où il y a un groupe WhatsApp nourri en permanence par des décortications de SMS. Elles font en fait, c'est une étape régressive totale post-maternité. Et leurs amants sont Raphaël, Adèle et Emmanuel. Je vous laisse deviner comment ça se passe avec les prénoms, mais mais bref. Et donc, par la suite, pour faire une espèce de très gros résumé, dans la deuxième grande partie du roman, qui s'appelle Ouest, la première s'appelait Sud, enfin s'appelle, parce qu'elle n'est pas décédée, on les retrouve à un autre moment de leur vie sur l'île de Morlaix, donc en Bretagne. Djerba, c'est aussi une île, j'imagine que, ou peut-être que tu vas me contredire, mais que tu as un peu théorisé le principe de l'île comme décor. Eh bien, écoute... Pas du tout, c'était à Clermont-Ferrand à la base. Non, alors oui et non, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment réalisé tout de suite que je faisais ça. Puis en fait, c'est venu petit à petit. J'ai un amour pour les îles que je n'arrive pas en fait à théoriser pour le coup, c'est-à-dire que ma psychanalyse étant finie, je ne peux pas m'allonger sur un divan et me demander pourquoi j'aime les îles à ce point-là, mais il se trouve que c'est quasiment une passion. D'accord, ah oui. Déjà, c'est un petit début de réponse. C'est ça, j'ai passé énormément de temps à l'île-Dieu. Là, mon prochain livre, il va se passer en partie sur l'île de Sein, qui est encore une île bretonne. Je sais pas, ça m'émeut beaucoup. Je pourrais pas dire pourquoi. Évidemment, dans cette histoire, quand j'essaye de trouver une explication et d'intellectualiser le truc, je me dis que c'est vrai que cette île, elle ressemble un peu à la narratrice dans la mesure où, en fait, cette personne, elle se demande un petit peu toujours si elle vivrait mieux seule ou avec les autres et comment les relations l'obligent, la contraignent, l'empêchent de vivre pleinement et comment elle en a besoin aussi. Et dans cette idée d'îlot et la phrase « nul homme est une île » et voilà, se demander si effectivement on est plus heureux dans le retranchement tout seul, dans l'isolement ou si on a besoin du continent. Je file la métaphore, c'est terrible hein. Quand on file les métaphores super. C'est toujours terrible. Nous serons là dans un quart d'heure encore à la filer, mais voilà, donc je pense que finalement ça a du sens. À quoi est-ce que tu aimerais qu'on reconnaisse tes romans, ta plume? Je voudrais que... moi, ce qui me touche là, ces derniers temps, c'est les femmes. Il y a des femmes qui m'écrivent pour me dire merci. Et notamment pour me dire merci de rire.
Voilà, ça y est, c'est le moment où je m'aime moi-même, donc vraiment là, je touche le ridicule absolu. Mais non, mais en vrai, je trouve ça... La trajectoire de l'aigle, c'est l'histoire d'un rejet amoureux. J'essaye de le transformer en quelque chose en stand-up et de rire de nos pulsions, de nos désirs de grandeur, de nos tentatives, de nos échecs. Et ben là, c'est un peu pareil dans Les Amis, c'est-à-dire que j'essaye de faire rire autour des expériences de vie qu'on traverse, qui sont pas les pires, hein, qui sont des expériences humaines très banales et très classiques, mais qui sont parfois douloureuses. Et donc voilà, moi, ce qui me plaît là, c'est de me dire que on est plusieurs à rire ensemble de notre condition, quoi. Ouais, bah c'était exactement ce qui m'avait marqué moi quand enfin bref, bravo pour cette réponse qui m'amène tout droit vers ce sujet, disons. Il y a donc le rire, tu en as très bien parlé, j'ai pas besoin de le faire. Il y a énormément de comparaisons, oui, drôlatiques même. Et je me disais que ça devait être sacrément du travail en fait pour retrouver le bon mot, la bonne vanne, et puis tout débloquer aussi pour éviter les bons sentiments. J'imagine qu'il y a peut-être aussi de ça Oui. avec le rire. Je me demandais si tu repassais beaucoup de temps sur un manuscrit ou si tu étais Florence Foresti. Non. Qui doit repasser aussi d'ailleurs. Mais... Je repasse beaucoup. Après, les vannes, elles me viennent vite et c'est marrant d'ailleurs. Là, en ce moment, j'écris le 3e, donc souvent je regarde et je me dis qu'est-ce qui va rester de tout ça, de ce premier jet. Mais c'est vrai que certaines sortent de façon extrêmement facile, naturelle et tout, et puis d'autres, je peux passer vraiment beaucoup de temps. Je me souviens là, pour que ça tombe juste, quoi. Dans Les Amis, là, il y a un moment où Armelle raconte sa coloscopie, fibroscopie, et elle raconte que les 2 sondes, celle qui entre par la bouche, celle qui entre par l'anus, vont se saluer à l'intérieur de son ventre. Bon, c'est normal. Voilà. Et en fait, je me souviens que cette phrase, j'ai eu beaucoup de mal à la fabriquer parce que elle tombait pas bien et je trouvais ça vraiment rigolo, l'idée de ces 2 sondes qui se saluent. Et d'accord, je retiens un peu mon rire. Mais... J'y tenais dur comme fer, quoi, cette vanne. Et donc, je suis repassée jusqu'au moment où c'était bon, quoi. Ok. Quand je tape ton nom sur la toile, l'un des premiers mots qui apparaît, c'est autobiographe. Ouais, j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Je sais pas, je comprends pas. Je pense que c'est la trajectoire de l'aigle qui m'a mis dans cette case, puisqu'effectivement la trajectoire de l'aigle est vraiment un livre qui raconte une histoire que j'ai vécue, même si elle est fictionnalisée. Les prénoms sont changés et puis il y a plein de petites scènes qui ont été ajoutées. En fait, j'ai découvert la fiction avec la trajectoire de l'aigle à toute petite dose, et donc effectivement avec Les Amis, il y a une étape qui est passée, une marche qui a été grimpée vers la fiction, et là le 3e c'est complètement débridé. Mais je sais pas, il doit y avoir des gens qui vont directement à la fiction avec... moi, je pense qu'on a quand même beaucoup de surmoi. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas mal de trucs à faire sauter pour me laisser aller là-dedans et pour que ce soit naturel. Et donc, autobiographe, jusqu'à preuve du contraire, Les Amis, ça m'est pas arrivé, mais on verra si Google s'en rend compte. Bah ouais, et d'ailleurs, à un moment dans le livre... Je crois que c'est Rime de mémoire, qui découvre que Armelle, qui fait des scénarios en l'occurrence, utilise certains aspects de sa personnalité, certains souvenirs aussi, pour écrire ce scénario. Et alors, page 223, il y a des questions qui se posent. Allez, je les lis. De quelle proportion d'une personne peut-on s'emparer sans qu'elle s'énerve ? Vaut-il mieux commettre 1000 petits larcins ou s'emparer d'un gros morceau de personnalité et le noyer dans une mare de faux détails ? Peut-on écrire sans blesser ? Comment capturer la vérité sans la resservir ? Une fiction qui serait purement imaginative aurait-elle le moindre intérêt ? Comment procéder pour qu'il soit impossible a posteriori pour les autres ainsi que pour soi-même de retracer le chemin emprunté du réel jusqu'à la fiction ? On imagine que ce sont des questions que tu t'es posées toi-même. Ouais. Qu'est-ce que ça te provoque, peut-être, de mettre de la vie dans la fiction ? Est-ce qu'il y a une certaine
satisfaction, jouissance, au contraire, culpabilité? Ouais, bah, y a les deux. C'est vrai que moi, avec cette deuxième partie, sur cette dispute entre Rime et Armel, j'avais besoin de solder un peu les comptes de la trajectoire de l'aigle aussi, c'est-à-dire de post-rationaliser un peu ce que j'avais fait, de traiter la culpabilité, de me réfléchir sur mes droits et mes devoirs, quoi. Par ailleurs, j'ai fait entre-temps l'objet aussi d'un livre dans lequel je suis transformée. Et donc, j'ai eu... Non, j'ai oublié le titre. Tu veux peut-être pas le dire, mais... Non, on peut. Non, À son ombre. Et c'est un livre dans lequel je m'appelle Kathleen. Et bon, bref, du coup, j'ai eu l'occasion d'être lectrice d'un personnage qui serait moi. Ça m'a mis dans une colère noire, quoi. Okay. J'ai pas supporté, okay. C'est insupportable. On a envie de prendre le stylo rouge et de corriger et de dire mais n'importe quoi. Donc, et voilà, donc du coup, ayant écrit quelque chose qui ressemblait à de l'autobiographie, ayant été moi-même, ayant fait l'objet d'un travail, d'un récit autobiographique, j'avais envie de m'attarder sur ces questions qui sont importantes. Et voilà, et de régler avec moi-même les curseurs. Ce que je fais un peu dans ce dialogue où en fait je passe Rime engueule Armel et en fait Rime c'est moi qui m'engueule moi-même et Armel se défend et c'est moi-même aussi qui me défend. Jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Mais je pense que c'est des questions que tous les gens qui écrivent se posent, puisqu'évidemment on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on vit, et que ça implique d'autres personnes. Je voulais juste ajouter que oui, il y a quelque chose de très beau à intégrer de la vie dans le roman, dans le livre. Par exemple, ce livre, il est dédié à Steren, qui était une amie que j'ai perdue. Et le livre ouvre sur un 23 mai, qui est la date d'anniversaire de Steren. Et il s'ouvre sur Rime, enfant, et Armel qui regarde Dirty Dancing. Bref, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est des scènes d'enfance que j'ai avec Steren, pour le coup. Et en fait, de les avoir gravées quelque part, l'article du Monde qui parle de Les Amis démarre sur cette scène de Dirty Dancing et s'y attarde. Et ça m'a bouleversée parce qu'en fait... c'est très fort, je trouve, d'inscrire des souvenirs qui comptent autant dans un objet qui sera pas éternel, mais qui va durer longtemps. Qui est potentiellement éternel. Est-ce qu'une écrivaine, c'est une bonne lectrice? Est-ce qu'une écrivaine, je pense que c'est pas possible de bien d'écrire bien sans lire, sans lire. Peut-être ça existe, il doit y avoir des contre-exemples. J'ai des contre-exemples, notamment d'un jeune comédien qui écrit du théâtre, qui lit, mais qui n'est pas un grand lecteur. Oui, c'est pas ce qu'on appelle un lecteur. Voilà, un lecteur. Et qui se démerde de façon vraiment remarquable, notamment dans les dialogues. Je suis très impressionnée. Donc ça doit exister. Moi, je considère que quand je lis, c'est quasiment du travail d'écriture, quoi. Ça va procurer de l'émotion, et puis ça permet de faire de l'association d'idées, c'est-à-dire qu'une idée qui va être développée dans un livre va rejaillir sur nous, et puis nous, on va l'interpréter autrement, et puis on va la transformer, et puis à partir de là, d'autres idées vont... Enfin, voilà, je trouve que c'est une conversation permanente avec d'autres auteurs qui font la même chose, quoi. Avec qui tu converses? Je pense à Frédéric Berthet. Mais... Oui, Frédéric Berthet, c'est une... qui est tout à fait en face de moi. Ouais, là, il est là. C'est une grande passion pour Frédéric Berthet, qui m'est un petit peu passée parce qu'en ce moment, j'ai une autre passion pour un autre auteur, mais je n'oublie pas Frédéric Berthet. C'est qui l'autre auteur ?
Le livre que je suis en train de lire, c'est Mon combat de Karl Ove Knausgaard, qui est un écrivain norvégien. Et donc, je suis plongée dans son autobiographie de 3600 pages. Et du coup, je suis complètement imprégnée de son histoire et de cette personne. Mais oui, Frédéric Berthet, ça a été... c'était un énorme choc. Chaque phrase me met dans des états de transe absolus. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on lit ça, c'est comme quand on voit quelque chose de très beau se dérouler devant soi. On veut juste que ça continue et puis on veut essayer de faire pareil, quoi. Ouais. Il y en a d'autres, parce que c'est moi qui ai cité Frédéric Berthet, mais est-ce qu'il y en a que tu aurais peut-être dit en priorité ? Non, je crois que Berthet, c'est vraiment... c'est le seul qui m'ait donné envie, là, de... Alors, je ne l'ai pas fait, peut-être je le ferai plus tard, mais d'écrire... j'avais envie de faire une autobiographie amoureuse de Frédéric Berthet. Il se trouve que c'est bientôt l'anniversaire de sa mort et qu'il y a quelqu'un d'autre en ce moment, un écrivain, un auteur qui se penche sur son histoire. Mais ça va être les 20 ans de sa mort en décembre. Du coup, je m'étais mis dans une espèce de seringue en me disant il faudra faire ce livre pour décembre 2023 parce que ça aura un peu de poids et de répercussions, ce sera une date d'anniversaire. Et puis en fait, c'est pas du tout possible. J'ai terminé Les Amis trop tard et puis en fait, j'ai envie d'écrire autre chose. Mais enfin, voilà, quand même se dire que j'avais envie de passer 3 ans de ma vie à raconter qui était ce garçon, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de mon amour pour lui. Tu lis tes contemporains d'ailleurs ou pas? Bonne question. Je lis mes amis parce que j'ai des amis qui écrivent. Donc je lis Monica Sabolo, Philippe Génada, je lis mes 2 grandes amies. J'ai 2 grandes amies chez Gallimard. En fait, on a sorti notre premier roman ensemble. Elle s'appelle Agathe Saint-Maur et Abigail Assor. Et en tout début, on s'est dit, on était dans un truc de compétition et de quasi de jalousie extrême. On se regardait un peu mal sans se voir, mais on se regardait mal dans l'esprit. Et puis, en fait, je crois que c'est moi qui ai proposé un jour qu'on se voit. Et on a fait une galette des rois chez Abigail. Et tout s'est renversé, on s'est dit qu'on allait s'aimer, et on s'est aimé très fort, et puis depuis on est très 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 liés, on parle beaucoup de l'avancée de nos projets littéraires, on parle beaucoup de livres, de ce qu'on lit, de notre maison d'édition, voilà, c'est rigolo. Et elle les lit et je les aime. Et elles n'ont même pas eu la fève peut-être. En plus. Voilà, mais... Ouais, et puis bon, voilà. Puis je lis beaucoup de psychanalyse, alors ouais, c'est pas trop contemporain ça. Moi, mais moi. Et je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités et toutes mes invitées. Est-ce que tu aurais plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? Alors, donc il y avait Karl Ove Knausgaard, le norvégien que je suis en train de lire. Donc c'est vraiment en ce moment... c'est ma vie, donc c'est quelqu'un qui raconte sa vie dans tous ses détails et en fait ce n'est jamais ennuyeux, donc c'est vraiment un mystère. C'est comme et on peut se pencher comme ça sur son écriture pendant des heures pour essayer de comprendre pourquoi c'est magnétique comme ça, et moi j'ai toujours pas compris, à part que c'est effectivement très très intelligent et que c'est fait de micro-sensations. Il y a une scène par exemple où il raconte, il a très très peur de son père, c'est un jeune garçon et il a perdu ses clés, enfin non, en fait il a des clés mais il n'arrive pas à les utiliser dans la porte, et c'est une énorme humiliation pour lui parce qu'il a 10 ans et il n'arrive pas à ouvrir la porte avec sa clé, et il peut pas dire à ses parents mais en fait je suis débile, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Et donc il fait tout un rituel de prendre une poubelle dans le garage, de monter sur la poubelle, de passer par la fenêtre, etc. Et ensuite il ressort par la porte et il efface les traces de la poubelle sur le sol pour pas qu'on puisse voir qu'il a mis la poubelle. Et là-dedans, en fait, je trouve moi ça déclenche chez moi des souvenirs de bêtises que j'essayais de camoufler, de peur, d'humiliation et tout. Donc c'est ça en permanence. Donc c'est très beau. Puis moi j'ai un petit garçon de 10 ans, donc en fait ce livre-là, c'est le 3e tome je crois, Le jeune homme, ça m'a vraiment parlé de mon fils aussi. C'est de comprendre ce qu'il vit et où il en est. Donc que je conseille vraiment vivement Knausgaard. Ça donne envie. Voilà, et puis sinon... c'est pour ceux que la psychanalyse intéresse, il y a un livre que m'a prêté mon père il n'y a pas longtemps qui s'appelle Staline,
pervers narcissique de Paul Fuchs, qui est un psychanalyste et qui se penche sur la psychopathologie de Staline. Et c'est absolument formidable. Il enchaîne, il alterne des chapitres qui s'intéressent à la vie de Staline et sa relation avec sa mère, et des chapitres d'explication sur ce que c'est la perversion narcissique. Et c'est absolument formidable. Et surtout, pour l'ancrer dans l'actuel, je pense que je peux pas dire que Vladimir Poutine et Staline soient des parfaites copies, mais dans le moment qu'on vit, je trouve que c'est vraiment fascinant d'entrer dans la psychologie de Staline comme ça, qu'on y retrouve des choses. Et voilà, c'est un petit livre, je suis pas sûre que... Je sais pas, il est peut-être passé inaperçu, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.